Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Mémorial de la Shoah pour cette rencontre organisée à l'occasion de la publication aux éditions Dupuis de la très belle bande dessinée Les Mémoires de la Shoah, commise par Théa Rochman pour le scénario et Tamia Baudouin pour le dessin. Cette bande dessinée est l'adaptation d'un reportage publié dans Le Monde en 1995 par Annick Cogent, grand reporter, à l'occasion du 50e anniversaire de la libération des camps. Cette série, en 5 articles, interrogeait les mémoires des rescapés et la transmission de la mémoire du génocide au sein de familles de rescapés et de familles d'anciens nazis. Alors Annick Cogent, comme vous l'écrivez dans la préface de cet ouvrage, l'historienne Annette Vieillurca vous a en quelque sorte mis le pied à l'étrier au début de votre enquête en vous parlant de la grande collecte de témoignages audiovisuels de rescapés de la Shoah, entreprise à partir de la fin des années 70 par l'université de Yale. Et ces vidéos ont donc été le point de départ de votre reportage qui va donc vous mener aux États-Unis, en France et en Allemagne. Il nous a donc semblé intéressant et important de convier aux côtés d'Annick Cogent, Annette Vieillurca, pionnière de l'histoire de la mémoire du génocide des Juifs et en particulier de l'avènement du témoin, pour nous éclairer sur l'évolution des mémoires de la Shoah durant ces 30 dernières années qui séparent la publication en 1995 du reportage d'Annick Cogent dans Le Monde, de cette adaptation aujourd'hui de ce reportage en bande dessinée qui va être publié dans quelques jours. La série d'articles d'Annick Cogent a été récompensée en 1996 par le prestigieux prix Albert Londres. La bande dessinée est publiée dans une nouvelle collection des éditions Dupuis, dédiée justement à des reportages qui ont obtenu le prix Albert Londres. Donc, j'ai à mes côtés Jean-David Morvan. Vous êtes scénariste de très nombreuses bandes dessinées, consacrées notamment à Irina Sendler, Madeleine Riffaut ou encore Ginette Kolinka pour des sujets qui touchent au mémorial. Et Jean-David, vous êtes à l'initiative de cette collection Air Libre, prix Albert Londres, dont je vais donc vous laisser dire quelques mots en précisant que Les Mémoires de la Shoah est le deuxième opus de cette nouvelle collection chez Dupuis. Merci, bonjour à tous. Effectivement, c'est mon beau-frère qui a dessiné le premier. Donc c'est quelque chose qui se fait en famille. Je connais, c'est vrai en plus, mais je connaissais pas Stéphane Marchetti, qui lui a obtenu le prix Albert Londres, je ne sais plus en quelle année, parce que je suis nul en date. Je me souviens bien 39-45, 14-18, mais le reste c'est compliqué. Et donc quand je l'ai rencontré, je faisais une bande dessinée sur un grand photographe qui s'appelle Stanley Green, et qu'il avait bien aimé. On s'est rencontrés et tout de suite est venue sur le terrain l'idée de faire une collaboration, parce qu'il ne faut pas dire collection, entre Air Libre, donc les éditions Dupuis, et le prix Albert Londres. Moi, j'avais le côté bande dessinée, lui, il avait le côté prix Albert Londres. On en a parlé très vite à notre directeur éditorial, Stéphane Beaujean, et Olivier Jalabert, qui est notre éditeur. Et puis, on a commencé à sélectionner quelques reportages. Et puis évidemment, celui d'Annick est arrivé tout de suite. C'est très compliqué de trouver la personne adéquate pour raconter cette histoire. Par exemple, moi, je pense que je n'aurais pas été capable de le faire. Il fallait, en tout cas, c'est ce qu'a amené Théa et Tamia, vraiment beaucoup de poésie, ce qui donne de la force. Et moi, je suis un peu plus brut, je ne sais pas si ça se voit. Et donc voilà, c'est ce qui est très beau dans ce genre de collection-là, c'est justement de confier des textes sans faire ce qu'on appellera du micromanaging, c'est-à-dire d'être tout le temps en disant peut-être là, il faudrait faire comme ça ou comme ça. C'est-à-dire avoir confiance dans les gens à qui on propose les projets, les lire quand même, mais vraiment faire confiance à leur ton, à la manière dont ils ont envie de le raconter. Et je crois que c'est très réussi. Donc voilà, j'espère que quand vous le lirez, vous l'aimerez autant que nous, on l'a aimé. Voilà. Merci Jean-David. Et je termine
en vous disant que c'est Victor Massé de l'Épinay, journaliste à France Culture et grand spécialiste de la bande dessinée, qui va donc animer cette rencontre entre Annick Cogent et Annette Viviorca. À la fin de la rencontre, vous aurez la possibilité donc d'acheter la bande dessinée en avant-première et de la faire signer. Merci beaucoup Julie. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Annick Cogent, bonsoir Annette Viviorca. Je suis ravi d'être là pour parler de cette très belle bande dessinée avec vous. Alors Julie a expliqué très brillamment, Annette Viviorca, pourquoi ça avait beaucoup de sens que vous soyez là aujourd'hui pour parler avec Annick Cogent de cette série de reportages qui lui a valu donc, en 1996 le prix Albert Londres. Et je voudrais commencer, on va revenir sur les échanges que vous avez eus, le rôle que vous avez eu auprès d'Annick. Mais je voulais commencer en vous donnant la parole à vous, Annette Viviorca, parce que vous avez sorti il y a quelques jours un livre chez Albin Michel, un livre qui sera d'ailleurs présenté dans cette même salle dans quelques jours ou quelques semaines pour une rencontre autour de ce livre. Un livre intitulé Itinérance, dans lequel vous relisez votre parcours d'historienne en republiant certains de vos articles. Et il y a aussi un certain nombre de textes inédits. Mais comme nous allons parler de mémoire ce soir, des mémoires de la Shoah bien sûr, mais j'aimerais commencer par ce point commun d'une certaine façon entre vous deux, qui est qu'au même moment, vous relisez des textes de votre parcours, de votre carrière. Et j'aimerais que vous nous en disiez un petit mot, Annette Viviorca. Qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça vous fait de relire ce parcours? Qu'est-ce que ça fait de relire ses propres textes, ses propres travaux? Bon, d'abord, je pense, si j'ai bien regardé sur Google, une petite dizaine d'années de plus qu'Annick. Donc, un peu moins d'avenir qu'Annick. Et à un moment donné, on a quand même envie de regarder aussi derrière soi ce qu'on a fait. Et je pense que c'est un point commun avec Annick, c'est que c'est pas moi qui ai voulu ce livre. C'est Hélène Monsacré, éditrice Albin Michel, qui a fait littéralement mon siège en disant qu'elle voulait que je publie mes articles. Ce qui est original, et j'espère faire école chez les historiens, c'est qu'au lieu d'entasser mes articles chronologiquement, c'est ce qui se fait habituellement, je les ai faits par lieu et en mêlant complètement la chronologie. Et je dois dire que le premier texte, après j'en viens tout de suite le premier texte, la première partie, puisque c'est des lieux, une itinérance en lieu, c'est le 17 rue Geoffroy-Lagnier. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que cette adresse, mais réfléchissez, vous la trouverez. Voilà. Donc, dans cette itinérance, je soutiens ma thèse en décembre 91, et je me retrouve aux périodes bénies avec du temps. Ça ne m'est jamais arrivé dans ma vie. J'étais détaché au CNRS. J'avais 2 années, mais j'avais terminé ma thèse. Elle allait être publiée et j'avais du temps. Et à ce moment-là, un homme qu'Annick a connu aussi, qui s'appelle Geoffrey Hartmann, prend contact avec moi et me demande si j'accepterais de faire des entretiens pour les Fortunow Video Archives de l'université Yale. Et comme j'avais du temps, ça n'a pas duré très longtemps, hein, j'ai accepté et j'ai monté cette antenne, témoignage pour mémoire. On était un petit groupe et nous avons procédé à peut-être, je ne sais pas, 130 témoignages qui sont déposés à la fois aux Archives nationales ici et à Yale, et aujourd'hui ils sont consultables, peut-être aussi ici, enfin ils sont consultables en l'American University of Paris, pas que moi, hein, tout le monde, voilà. Et quand Annick est venue me voir, je lui ai parlé de ces gens merveilleux, Geoffrey Hartmann, Dory Loeb, dont vous parlez dans vos articles, oui, et qui sont dans la bande dessinée. Un petit détail en plus sur nos relations, en 2005, 2004, la commémoration de 2005 a été incroyable, vraiment incroyable. 2005, le monde se réveille très tard, et Annick reprend contact avec moi
en catastrophe, on peut dire, en disant oh, j'ai 3 pages dans le monde, il faut que je fasse quelque chose. Alors à l'époque, j'habitais rue du Faubourg du Temple, 83 rue du Faubourg du Temple. Vous êtes toujours en scooter, hein? Toujours en scooter. Donc Annick était en scooter. On descend manger dans un boui-boui infect de la rue du Faubourg du Temple. Et je commence à réfléchir. Je dis, mais les meilleurs sont pris. Henri Borland, qui est dans ces témoignages qu'on a beaucoup aimés, qui est décédé en décembre, qu'on a enterré en décembre. Henri Borland et Ida Greenspan, ce sont les vedettes de Patrick Poivre d'Arvor, donc on peut quand même prononcer le nom. Et ils vont aller, c'est des vedettes, toutes les vedettes sont prises. J'ai dit, il y a peut-être une idée, c'est mon oncle, Roger Perelman, grand médecin, grand pédiatre, qu'on ne verra pas batifoler sur les plateaux de télévision et qui n'a jamais publiquement raconté son histoire. Et il s'est passé quelque chose de très spécial entre vous et mon oncle, une sorte de transfert. Ma tante a été très jalouse. Et Annick a fait 3 pages, 3 pleines pages du Monde sur Roger Perelman, sur sa déportation. Et ça a eu comme effet de faire écrire mon oncle, qui a publié quelques années après Une vie de juif sans importance. Et ça a déclenché l'écriture. Voilà, est-ce que j'ai répondu? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai dit vous avez dit quelque voilà. chose, c'est ça, indéniablement. Oui, et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'elle a perdu la clé de son antivol de Vespa, et que la Vespa est restée des mois et des mois devant chez moi. Bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. J'ai perdu le scooter, il a été désossé par des gens qui le trouvaient sans doute très avenant. Et voilà, j'en ai racheté un autre. J'y pense à chaque fois, effectivement, que je passe. Je pense à vous. Voilà. Alors, en tout cas, Annette Viviorca, vous nous avez plongé en 2005, mais j'aimerais qu'on revienne 10 ans avant encore, non pas le 60e anniversaire, mais le 50e anniversaire de l'ouverture des camps et de la libération des camps. Avec vous, Annick Cogent, simplement, est-ce que je pourrais vous demander de nous resituer un peu le contexte mémoriel de l'époque? Annette Viviorca avait ouvert ce champ des mémoires de l'histoire au milieu des années 80, avec Pierre Nora dans un autre style, enfin dans un autre livre. En 95, quand vous vous lancez dans ces reportages, où en étaient les mémoires, ce qu'on appelle les mémoires de la Shoah? C'était pas si évident que ça. Et vous-même, peut-être, comment avez-vous grandi? Est-ce que vous en aviez entendu parler à l'école? Est-ce que vous en aviez qu'est-ce que vous connaissiez? Très peu de choses. J'ai honte de le dire, mais je connaissais très peu de choses. C'est incroyable. D'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure avec Théa Rochman qui est là. Et je lui disais, c'est bizarre. J'ai l'impression que j'en ai même pas entendu parler au lycée. C'est-à-dire que c'est un événement. Oui, on apprend la Seconde Guerre mondiale. 6 millions de Juifs sont morts au cours de cette tragédie qui a été la Seconde Guerre mondiale. Point. Je me dis, est-ce que je refais l'histoire ou pas? Je voudrais retrouver des gens qui étaient en classe avec moi, parce que je me dis, c'est pas possible qu'on ait fait l'impasse sur cet événement aussi majeur. Enfin, je ne sais pas quel mot utiliser, parce que ça me semble incroyable. Et pourtant, c'est vrai, je traversais ma scolarité sans qu'on me parle de la Shoah. J'avais lu, bien sûr, le journal d'Anne Frank. J'ai toujours été intéressée par le sujet, mais je ne l'ai pas étudié du tout. Et comme je suis journaliste, mais que je m'occupe et je partais en reportage sur des sujets totalement différents tout le temps, je ne peux pas dire que j'avais travaillé mon sujet. C'est Annette, sans doute, qui pourra mieux nous dire, peut-être même où on en était à ce moment-là. Mais il y avait quelques émissions de télévision. Moi, j'avais eu peu de témoignages. C'est vrai que quelqu'un m'avait sensibilisé encore plus au sujet. J'avais eu la chance de faire un très long portrait de Simone Veil. C'était en 93. Elle revenait au gouvernement. Elle était allée au
Parlement européen. Je savais toute son histoire, évidemment, avec la loi sur l'avortement, etc., et ce qu'elle avait fait au Parlement européen. Mais elle revenait au gouvernement et tout d'un coup, le Monde était décidé à lui consacrer aussi 2 pages. C'était énorme, hein. C'était genre 30 000 signes. Enfin bon, voilà. Et il faut les fouiller. On me donnait à moi, avec une autre journaliste d'ailleurs, Agathe Lojar. Voilà. Oui, j'ai vu il y a très peu de temps. C'est vrai? Oui, c'est une amie. Et bien voilà. Et on avait travaillé toutes les deux et on avait enquêté. Et évidemment, il y avait cette grande partie qui était presque mystérieuse pour moi et que j'abordais avec grand intérêt et grande timidité. Comment on traite de ce sujet quand on ne le connaît pas bien, comment on peut parler aux gens qui l'ont vécu pour être à la fois pas idiot et à la fois délicat, et puis à la fois pas intrusif, et en même temps, il faut les faire parler, et à la fois, je ne savais pas comment faire. Et on a dîné, à la fin de notre enquête, on avait rencontré peut-être une quarantaine de personnes pour nous parler de Simone, et c'est à la fin simplement qu'on l'a rencontrée. Elle nous a conviés à dîner, et on a parlé, voilà, de la Shoah, en tout cas de son expérience, de cette tranche de vie évidemment terrible pour elle. Elle l'avait fait avec beaucoup de pudeur, mais avec beaucoup de précision. Et j'en étais sortie, mais totalement bouleversée. Et j'y ai pensé, mais longtemps, des mois après, comme une sorte d'obsession. Et je m'étais dit qu'un jour, il faudrait que je fasse quelque chose. Et le 50e anniversaire des camps arrivait. Et voilà, j'ai proposé au Monde, à la fois très excitée de travailler là-dessus et horriblement impressionnée, très timide, vraiment, parce que par quel bout prendre ça? Qui suis-je pour oser m'attaquer à ce sujet? Je ne suis que journaliste et je ne vais pas faire œuvre d'historienne, évidemment. Et en même temps, la Shoah, comment ça se fait qu'on n'en parle pas davantage? C'était ça ma question. Comment ça se fait que c'est pas davantage dans le débat public? Comment ça se fait qu'on n'en parle pas davantage à la télévision? Comment ça se fait que au Parlement, ça ne revienne pas régulièrement comme une sorte de référence incontournable? Peut-être que les fictions aussi s'en emparent. Je n'avais pas vu le feuilleton Holocauste, qui a été très important parce que c'était juste l'année où je commençais mes études et j'avais pas la télévision comme étudiante. Mais Holocauste a joué un rôle très important, vous le Oui, ça direz, repasse hein, en ce moment sur fondamental. M6. C'est vrai? Oui, oui, oui. Oh, bah ça alors, je voudrais Ouais. bien voir ça. Ça va repasser, oui. C'est la première fois qu'il y avait une grande fiction sur la Shoah. Le sujet s'appelait Holocauste et c'était un feuilleton, hein, c'était une série, ces grandes séries que faisaient les Américains, et elle a été beaucoup... ça a été un choc terrible en Amérique, réellement. Toutes les familles se réunissaient pour voir Holocauste, et c'est sorti également après en Allemagne et en France. J'en avais parlé un peu avec Simone Veil, qui critiquait un peu Holocauste, mais qui était très favorable, Elle était favorable à ce que ça soit diffusé. Elle était très favorable. Oui. Et puisque vous Oui. commencez par Yale, c'est après Holocauste Oui. que Yale a commencé les entretiens. C'est-à-dire que les Juifs survivants qui avaient immigré à New Haven, où il y a l'université Yale, ne se sont pas reconnus dans l'histoire de cette famille de bourgeois allemands assimilés, parce que c'est ça, hein, le Holocauste. Et c'est là qu'ils ont commencé les entretiens. Et une des 4 premières interviewées, ça a été Renée Hartmann, la femme de Geoffrey, qui est décédée il y a 10 jours. Donc, c'est vrai, vous posez la question de maintenant et avant, mais c'est aujourd'hui, c'est un cimetière. C'est-à-dire que je vous ai dit qu'Henri Borland, qui avait contribué après, qui avait rejoint notre équipe et qui avait fait lui-même des interviews, était décédé. Mais c'est aussi Renée Hartmann. Donc, je pense que c'est la dernière de cette équipe. Mais c'est le film qui a incité à commencer la collecte de témoignages. Oui, c'est ça. Pour dire, voilà. Mais vous avez raison, on n'en parlait pas à l'école. C'est l'action de Serge Klarsfeld qui a beaucoup, qui a joué, lui, un rôle réellement capital, hein, dans toutes ces histoires de mémoire. Et on ne parlait pas on parlait pas non plus de la Seconde Guerre mondiale. Les programmes s'arrêtaient. Donc c'est rentré dans les programmes au début des années 80 seulement. Et en 95, quand
quand vous êtes envoyé, je viens de vous le rappeler, vous l'aviez oublié, mais... non, je savais que j'étais allée, mais je ne me rappelais pas de mon article. Les historiens sont des rats d'archives, donc on farfouille, et en farfouillant, en cherchant... je voulais réfléchir sur la commémoration à Auschwitz. Ouais. Comment on passe 85, 90, 2005, et comment on arrive 2015 et aujourd'hui. Donc je retrouve, je vais, ce que je fais toujours dans les archives du Monde, et je vois que l'envoyé du Monde à la commémoration est Annick Cogent. C'est intéressant la commémoration, parce que, comme vous le racontez très bien, c'est l'époque des guerres dans l'ex-Yougoslavie, vous le rappelez dans votre article. Et la commémoration, il y a 3 personnages. Il y a Lech Walesa, oui. Il y a Simone Veil, oui. Et il y a Elie Wiesel. Et ce sont les 3 qui marquent la commémoration. Si on réfléchit 2 secondes, on voit qu'on a 2 survivants, 2 figures qui deviennent vraiment, Elie Wiesel pour les États-Unis, la figure du survivant, et Simone Veil pour la France, et puis un homme politique polonais. Mais ce sont des survivants. 10 ans après, la commémoration, elle est invraisemblable. Et là, il y a tout le monde. Tout le monde. Il y a Poutine qui fait le discours pour les libérateurs soviétiques. Il y a Jacques Chirac qui passe toute la journée. Voilà. Et c'est dans les années 2000 que vont commencer, que la Shoah va devenir une affaire de relations internationales. On va en parler au Parlement européen. On va créer la journée qui va être célébrée le 23, enfin le 27, mais le 23 à l'UNESCO, la journée internationale célébrée à l'ONU. Donc c'est seulement 2000. Et je ne suis pas sûr que ça va durer jusqu'au siècle prochain. Donc 95, on est dans ce tournant. 92 en France, c'est les histoires Touvier. Le fameux arrêt Touvier qui le lave de l'accusation de crime contre l'humanité contre lequel protestent beaucoup de gens. Et c'est aussi la naissance du comité Veldiv, 92. Et la commémoration de la rafle du Veldiv, elle est incroyable aussi. Il y a notamment une grande émission qui comptait beaucoup à l'époque, qui était La Marche du siècle, Jean-Marie Cavada, avec un documentaire, avec des témoignages, beaucoup de choses sur la rafle du Veldiv, énorme. Alors le problème que je poserais, c'est pourquoi on oublie ce qui a été fait. C'est-à-dire là, on refait un film comme s'il n'y avait jamais eu de documentaire sur le Veldiv. On a des études historiques comme un Big Bang, comme s'il n'y avait rien eu avant. Donc ça, pour moi, comme historienne, ça me pose problème. Mais vous avez raison, en 95, c'était juste le début de l'importance donnée à l'histoire et à la mémoire. Oui. Alors, précisément, Annick Cogent, quand vous choisissez donc de partir pour Le Monde, enquêter, mener cette grande enquête, vous décidez de l'aborder sous l'angle de la mémoire, d'aborder cet événement qu'est la Shoah sous l'angle de la mémoire, des mémoires, puisque on va le voir, vous avez interrogé non seulement d'anciens déportés, mais aussi leurs enfants et aussi les enfants des bourreaux. Et vous êtes allé voir comment les initiatives qui naissaient et de réconciliation abordaient cette histoire par l'ombre. Vous écrivez dans votre préface la grande ombre sur nos vies de la Shoah. Comment est-ce que cette idée d'interroger, de voir comment la mémoire vivait, se transmettait, oui. Comment est-ce que cette idée-là, est-ce que c'était votre idée dès le départ ? Je voulais me confronter au plus près à cette ombre, effectivement, de la Shoah, et puis savoir qu'est-ce qu'on en gardait, puisque moi, on ne me l'avait même pas appris à l'école. Or, cet événement aussi important avait forcément imprégné des tas de choses, imprégné des tas de vies, imprégné des familles, bouleversé évidemment l'itinéraire de tant de gens. Et je voulais, moi, c'était le plan humain, bien sûr, qui m'intéressait. Et puis, encore une fois, je ne suis que journaliste, donc je ne pouvais que... Je me disais, les gens sont encore vivants, c'est incroyable, donc il faut que je les voie, et puis que je sache qu'est-ce qui se dit dans les familles. C'est quoi d'être enfant de déporté?
qui a été transmis par ça? Quelle responsabilité? Quelle chance de vivre et quelle responsabilité et peut-être quel fardeau aussi. Il y avait plein de questions que je me posais dans la tête et d'avoir effectivement la chance à la fois de rencontrer des survivants, mais surtout qu'ils me donnent cette possibilité d'avoir le relais aussi, c'est-à-dire de parler à leurs enfants, quelquefois aux petits-enfants, me donner des tas de clés pour comprendre à la fois ce qui s'était passé et puis ce qu'on pouvait en garder, ce qui devait s'enseigner, ce qu'il était possible, moi, à ma petite mesure, de relater comme étant quelque chose de fondamental. Voilà, je tâtonnais, je n'avais pas un plan du tout en tête et c'est quand j'ai rencontré Annette et qu'elle m'a parlé de cette initiative à Yale que je suis tout de suite allée. J'ai eu des interlocuteurs extraordinaires et qui étaient tellement gentils en plus, qui avaient envie effectivement de partager. Donc au départ, c'était pas, j'ai pas vu directement et Théa dans la BD le montre très très bien. Je suis devant des gens qui sont interrogés ou je regarde moi-même les cassettes parce que d'abord, je ne savais pas comment on interroge les gens qui ont vécu ça. Et ce qui était passionnant, c'est que ceux qui faisaient ces interviews, donc Annette en a fait elle-même, c'est pas anodin, c'est pas des conversations faciles. Le seul fait de prendre rendez-vous avec des gens qui n'ont parfois jamais parlé transforme presque leur vie des semaines avant. Ils savent qu'ils ont ce rendez-vous pour être interrogés, pour parler, que c'est important. Qu'ils doivent transmettre, qu'ils ont ce devoir, ils ont toujours envie de parler. Mais certains ne l'ont jamais fait parce qu'ils n'avaient pas le cadre idéal, parce qu'ils n'étaient pas sûrs qu'on les écoute, qu'on les entende et qu'on les écoute d'une vraie façon, comme on devrait être écouté. Et c'était intéressant que les gens que j'ai rencontrés justement à Yale, ces universitaires, mais qui pour la plupart étaient concernés directement, familialement, par la Shoah, me disent combien... même si je m'en doutais, que c'était des interviews extrêmement délicates. C'est pour ça que c'était dans un cadre très précis, qu'on les laissait parler, on ne les contrariait pas. On essayait quelquefois de les remettre en place dans la chronologie, mais on leur laissait le maximum de liberté. Et c'était l'attention intense avec laquelle on les écoutait qui était important et qui facilitait sans doute leur narration. C'était pas grave s'ils se perdaient quelquefois dans des souvenirs, c'était pas grave du tout. D'ailleurs, tout était intéressant et guidé justement de façon extraordinaire par Dory Laube, qui était un enfant effectivement qui avait émigré aux États-Unis, qui avait une histoire personnelle évidemment lui-même très difficile, comprenait et a été un guide pour moi puisque justement en regardant, visionnant avec lui quelques cassettes, j'ai passé des nuits entières à visionner. À chaque fois je me disais, je crois que j'ai vu le pire là, et il y avait toujours pire et il y avait toujours un détail que je n'avais jamais lu, jamais entendu et qui était terrible de vérité et justement qu'a parfaitement choisi ou transmis Théa dans ces dialogues qui sont pourtant très courts, mais là aussi d'ailleurs pour la façon dont j'ai essayé de les retranscrire dans le monde, mes rédacteurs en chef n'étaient pas forcément contents parce qu'on ne fait pas ça normalement, mais je voulais avoir la possibilité je trouvais ce matériau, cette parole était tellement précieuse que je ne voulais pas qu'on la coupe. Or, vous savez, quand on fait des interviews ou des reportages dans le monde, ou dans tous les journaux d'ailleurs, on fait 3 phrases en citation, puis après très vite on a peur de lasser, donc il faut qu'on reprenne la main, puis après à nouveau on ouvre les guillemets pour 2-3 phrases, et à nouveau c'est le journaliste qui peut parler, d'écrire, qui lui-même met dans sa bouche ce qu'ont dit les autres, etc., en décrivant, en faisant joli, enfin bref. J'avais pas du tout envie de faire ça. Et du coup, c'était encore plus difficile d'ailleurs pour faire en BD parce que je donnais le minimum de renseignements sur les personnes eux-mêmes. C'est-à-dire que normalement, on dit, je l'ai rencontrée dans tel cadre, elle portait un joli collier de perles qui... Là, je les décris même pas. Je fais leur prénom, 2 points, avec leur initiale de nom de famille, pas plus, 2 points, ouvrez les guillemets. Longue citation parce que tout me semblait tellement intense, important, jamais dit. Et en tout cas, moi, je découvrais ça et je voulais que ce soit totalement mis en valeur. Voilà, qu'on garde ça en tête comme étant, ça faisait comme au théâtre, mais c'était tellement plus
plus lestée du poids de cette histoire que voilà, c'était gros respect de tout ce qu'il disait. J'aurais voulu même avoir d'autres pages d'ailleurs parce que tout me semblait important, quoi. Ces gens n'avaient pas parlé ou peu parlé, ou même s'ils avaient parlé, qu'importe. Là, moi, ma responsabilité, c'était de dire, ils ont pu raconter ça, faisons-en quelque chose. C'est pas à moi d'interpréter, mais simplement, je crois que ça a marqué d'ailleurs dans le monde, parce que pour la première fois, on donnait beaucoup la parole longuement à ces gens. Et je racontais aussi combien, parce que Dory Loeb et ces gens donc, qui encadraient ces interviews me le racontaient, comment après, avant l'interview, ces gens savent que ça va être un exercice terrible, une introspection, un voyage dans leur mémoire amnésique, disait même Dory Loeb, mais un voyage évidemment qui a un coût. Et après, il se passait aussi des choses dans les familles, d'avoir raconté devant une caméra, d'avoir tout d'un coup de s'être délivré d'un silence et d'un poids qui est éminemment toxique, libérer certaines choses, libérer la parole sans doute, mais pouvait aussi avoir des répercussions évidemment dans les familles. Quand ce monsieur qui est à côté de Bessica qu'on voit, qui sont, j'allais dire nouveaux maris, ben non, ils sont mariés depuis maintenant longtemps, mais elle a eu une autre vie avant Auschwitz. Et il se trouve que elle avait même eu un bébé. Et elle le raconte, il y a la rafle, elle arrive dans le ghetto, très vite, on les aiguille, droite, gauche, pourtant on est encore dans le ghetto. Et puis elle a son bébé qu'elle serre contre elle, et puis elle est du bon côté, mais le bébé se met à pleurer. Et elle est effrayée, elle le serre bien, et elle dit, je tenais fort mon bébé. Et puis l'Allemand dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez là? Donnez-moi ça. Et elle dit, et je lui ai donné le paquet, elle peut même plus dire bébé, je lui ai donné le paquet et je n'ai plus jamais revu le paquet. Et elle parle sur un canapé, elle est transie, elle est plongée dans sa mémoire. Son mari est à côté d'elle et son mari apprend qu'il y a eu un bébé. Et voilà, et c'est évident que ça a des tas de répercussions, que c'est une déflagration totale dans beaucoup de familles, etc. Donc je prenais la mesure de tout ça et c'est ça que j'ai essayé un peu de rendre compte, en tout cas dans le premier volet, et ce voyage dans ces archives qui est tellement important, tellement précieux et tellement fondamental. On se demande pourquoi ça n'a pas commencé avant d'ailleurs, mais c'est vrai, j'ai appris en lisant Annette et l'ère du témoin, vous raconter comment ils ont toujours voulu parler. Il y a toujours eu une volonté de témoigner, de transmettre au moins que ceux qui survivront sachent ce qui se passe, parce que même dans le ghetto, on prenait des notes et il y avait des journaux, etc., etc. Donc l'idée du témoignage n'est pas venue que des décennies après, hein. Mais encore fallait-il qu'il y ait les bonnes circonstances. Annette. Non, ce que je veux dire, c'est que, à la différence des antennes ici, c'est que ceux qui ont été déportés l'ont été à partir de 42 en France, hein. Et les 42, c'était Henri Borland, par exemple, juillet 42 d'Angers. Et puis les derniers, ceux qui sont encore en vie aujourd'hui, c'est en général 44. Parmi les survivants de Yale, il y a des gens qui ont passé des années dans les ghettos, plus les camps. C'est-à-dire qu'il y a des histoires qui sont... je cherche mes mots, parce que je ne vais pas dire plus horribles, mais c'est quand même un univers terrifiant et un univers où c'est souvent des familles entières. Il y a un survivant dans les familles. Donc ça arrive aussi sur les Juifs de France, mais de façon moins systématique. Alors, oui, effectivement, ils ont toujours voulu témoigner. Les collègues systématiques, il y a une petite erreur, et je tiens à la signaler, parce que pour moi, elle est importante, qui est que David Bauder, qui fait cette enquête, il ne fait pas une enquête sur la Shoah, il fait une enquête sur les survivants de la guerre. Et parmi eux, il y a une poignée, quelques survivants de la Shoah. Mais ce n'est pas une enquête sur
la Shoah. Les premières enquêtes systématiques, alors elles sont, bon, il y a ce qui se passe dans les archivages, dans les ghettos, et surtout le ghetto de Varsovie avec Emmanuel Ringelblum, mais c'est vraiment Yale qui fait la première enquête systématique et surtout par vidéo. Boder, c'était déjà une innovation, parce que c'était au magnétophone. C'est déjà une innovation de faire une enquête avec magnétophone. Et effectivement, les survivants se sont tus beaucoup parce qu'ils ont été très mal accueillis. Très mal accueillis. Mal accueillis en Israël. En Israël, ils étaient surnommés les savons. Mal accueillis aux États-Unis. Mal accueillis en France. Et Simone Veil, dont on a déjà parlé, disait « on voulait parler, mais on ne voulait pas nous écouter ». Donc effectivement, pour beaucoup d'entre eux, ça a été le premier témoignage, puis le premier témoignage en longueur. Alors, Dory Loeb était psychiatre, c'est un Roumain, d'origine juif roumain, psychiatre, psychanalyste, et dans le protocole de Yale, c'était on interviewe en studio, et c'était une analogie avec la séance de psychanalyse, c'est-à-dire one shot. On interviewe en une fois, la fois pouvant durer une demi-heure ou pouvant durer 5 heures ou 6 heures. Mais on ne revient pas après, on ne refait pas une seconde interview. Et le protocole, c'était d'être à deux. Il y en avait un qui menait... Alors, on faisait on a eu une petite conversation la veille ou 2 jours avant pour voir un peu l'histoire. On était deux, il y en avait un qui faisait principalement l'interview et un qui était un peu en retrait pour intervenir éventuellement. Et les équipes étaient formées. Bon, Dory Loeb, bon, je me rappelle très... Si vous voulez, le problème, c'est quand on se rappelle les grandes choses, mais on se rappelle aussi, comme le scooter, les anecdotes. Quand il est venu nous former, il avait une jambe dans le plâtre. Il s'était cassé la jambe. Donc, c'est lui qui est venu. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois une formation par un psy qui apprenait à se taire, parce que c'était ça surtout, c'est-à-dire à ne jamais interférer, ne jamais, vous l'avez dit, ne jamais critiquer. Donc il y avait cette formation-là. Et puis normalement en histoire, mais pour certains d'entre nous, il n'y avait pas besoin de cette formation en histoire. Voilà, donc il y avait un protocole très particulier. Et ça a commencé à la fin des années 70, après la diffusion du feuilleton Holocauste à la télé américaine. Et ça s'est arrêté quand le fundraising n'a plus pu se faire, parce que, contrairement à ce qu'on croit, Spielberg n'a pas fait sa grande collecte avec l'argent gagné par la liste, mais il l'a fait en levant des fonds. Et les gens, c'était un peu triste. Les gens disaient oh, « j'ai été interviewé », on l'a vu ici aussi, « j'ai été interviewé par Spielberg ». C'est-à-dire que Spielberg, c'était mieux d'être interviewé par Spielberg que par un universitaire américain, avec ce flou de l'idée qu'il se retrouvait peut-être dans une super production. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est sidérant. Aujourd'hui, on court après les derniers témoins. Les éditeurs courent après eux. Il faut qu'ils soient vivants. S'ils ne sont pas vivants, ils ne peuvent pas faire la promo de leur livre. Un livre qui est fait par un rescapé qui n'est pas là pour faire la promotion de son livre, ça ne vaut rien sur le marché. Et on donne il ne faut plus dire un nègre, on donne un porte-plume et on fait ces petits livres que vous voyez, qui sont exsangues, où il y a et où ils répètent ce qu'ils ont répété des dizaines et des centaines de fois devant des scolaires. C'est-à-dire que le témoignage, il est devenu quasiment mécanique. Il raconte la même chose. Et moi, je me souviens, bon, je suis désolé d'être dans des trucs de mémoire, mais bon, c'est un peu le thème. Mais je me souviens quand il y a eu, Julie s'en rappelle aussi, quand il y a eu l'exposition Témoins et qu'il y a eu tout un cycle Témoins, Julie m'a demandé d'interviewer Henri.
Henri Borland. Henri Borland, c'est un ami vraiment, c'est devenu un ami très cher. Hein. Et moi, ce qui m'intéressait dans l'interview, c'était qu'est-ce que ça avait fait pour lui de témoigner, en quoi ça avait changé et sa vie et même son récit. Donc je suis allé chez lui avec Ella, sa femme, Valentine qui était là au premier rang, commençait à avoir une mémoire un peu flageolante. Et pour lui expliquer ce que j'aurais aimé, on a commencé, Julie s'en rappelle, pendant 10 minutes ça a marché, et puis après il a refait le témoignage qu'il avait fait en montrant son numéro. Voilà. Donc, la saisie du premier témoignage, Henri, c'était la première fois qu'il parlait. Son témoignage dure 4h30. Ce témoignage a été la base qui l'a aidé à écrire son livre « Merci d'avoir survécu ». Mais après, les centaines et centaines de témoignages dans les écoles, ben, ça devient des témoignages mécaniques. Et comme vous le disiez, il n'y a pas grand-chose. Alors en tout cas, on va parler de cette bande dessinée qui est certainement, j'allais dire, une façon peut-être d'appréhender cette question de la mémoire différemment, puisque au lieu de faire revenir peut-être, comme vous le disiez, j'essaye si j'ai bien compris, des gens qui redisent et qui redisent certaines choses, peut-être moins bien qu'avant ou avec une mémoire qui n'est plus celle qu'elle devrait être. Cette bande dessinée, c'est quelque chose d'autre, c'est-à-dire que ces mémoires, ce sont des jeunes autrices qui s'en emparent, celles que vous avez d'abord collectées vous-même, Annick Cogent, et puis maintenant votre travail qui est repris encore par une génération d'après pour devenir autre chose, pour devenir une bande dessinée. Et je voudrais qu'on en parle peut-être en commençant par la question qu'on n'a pas encore abordée, qui est celle de l'image, qui est évidemment centrale dans la bande dessinée. Et puisqu'on a parlé beaucoup de Simone Veil, vous terminez votre préface, Annick Cogent, par une phrase très belle où vous dites, je la cite peut-être pas exactement, « Derrière les yeux verts de Simone Veil, il y avait des images auxquelles je n'avais pas accès. » Il y a des images dans la tête, dans la mémoire. Le travail de la journaliste, c'est d'abord de donner des mots. Le travail d'une bande dessinée, c'est de donner des images. Et ça ne se fait pas sans questionnement, j'imagine, pour les autrices. Et peut-être pour vous, comment est-ce que vous avez d'abord accueilli ce projet avec cette question de l'image? J'ai été très surprise que quelqu'un s'en empare. Je trouvais ça merveilleux qu'après tout, moi qui ne connais pas bien la bande dessinée, que des gens aient envie de traduire en images et de cette autre discipline, vraiment. Les reportages qu'on avait fait, c'est vrai que le journalisme en bande dessinée m'était peu familier, donc j'étais intriguée et surprise. Surtout s'attaquer aux mémoires de la Shoah, ça me semblait alors encore plus compliqué que lorsqu'il y a une histoire très simple, avec un début, avec une fin. Là, vraiment, c'était à chaque fois, même mes articles, enfin de la série, c'est 5 chapitres extrêmement différents. Vraiment, à la fois j'étais enthousiaste et j'étais un peu, non, pas réticente, j'ai jamais été, mais en tout cas intriguée et un peu inquiète quand même. Voilà. Et puis tout de suite, c'est vrai que j'ai vu les premières propositions de Théa et j'ai été merveilleusement surprise et même subjuguée, je dirais, parce que tout y était. À la fois l'émotion, la rigueur, je retrouvais l'atmosphère qui m'avait... la volonté, l'état d'esprit dans lequel j'étais, les hésitations, l'empathie, évidemment, avec laquelle j'ai recueilli ces témoignages, les interrogations, les troubles, puisque je deviens un petit personnage de BD, donc, mais en tout cas, je le trouvais très, très juste. C'était un peu bizarre, évidemment, de me retrouver comme ça, mais pas voulu. Mais voilà, je trouvais qu'en tout cas, c'était extrêmement juste. À aucun moment, je me suis dit, oh non, j'ai pas du tout pensé ça, etc. Au contraire. Et puis, il y a une rigueur dans les textes. Je retrouve leurs mots, à eux, ces mots que je voulais tellement mettre en valeur et pas essayer de faire des fioritures à côté, justement parce que mes guillemets étaient tellement sacrés. Ben, mes guillemets, je les retrouve là. Alors, ils ont été bien choisis. Ils sont effectivement pas tous extenso, mais ils sont là. L'esprit est là et les mots sont là. Leurs mots qui sont si forts. C'est incroyable d'ailleurs, comme ils trouvaient eux-mêmes, les enfants,
les rescapés, les survivants eux-mêmes, mais aussi leurs enfants, trouver les mots pour dire, j'ai passé beaucoup de temps avec eux, c'est vrai, mais pour dire leur vérité, pour dire leurs trous, pour dire leur mal-être quelquefois, pour dire aussi, puisqu'on faudra qu'on parle des enfants, évidemment, hein, la deuxième génération, c'était la quête de mon deuxième chapitre. À la fois, c'est ça qui est formidable, parce que Théa a tout de suite compris ça. À un moment donné, je dis, en parlant de la deuxième génération, ces petits bourgeons sur des branches d'arbres calcinés. C'est ça qui me frappait. Voilà, on voit C'est l'image. tellement... Voilà. Voilà, oui, je vous cherchais. Je cherche les petits bourgeons. Effectivement, c'est comme ça. Je pense qu'il y en a un qui a dû me dire ça une fois et je me suis dit que c'était tellement la bonne image. C'est tellement incroyable d'être un petit bourgeon alors que tout l'arbre est calciné. Mais le petit bourgeon, il va vivre. Mais c'est pas simple pour ce petit bourgeon pour vivre parce qu'on attend tellement de choses de lui. Il a cet impératif ou ce devoir impérieux de vivre, de prospérer, peut-être de faire d'autres petits bourgeons. Et en même temps, il n'est pas forcément aidé parce qu'il est lesté, parce que c'est compliqué, parce qu'il n'a pas de racines. Les racines sont calcinées. Parce qu'effectivement, dans les familles, il y avait des parents, mais il n'y avait plus de grands-parents, il n'y avait plus donc de tantes, de cousins, etc. Tout ça manquait. Donc l'arbre était quasi mort. Et puis sur ce petit bourgeon, il y a beaucoup d'expectatives quand même, parce qu'il y a l'impératif ou l'injonction d'être heureux. Toi, petit bourgeon qui a une telle chance de vivre, tu dois être heureux, tu dois avoir accès au bonheur. Et quand c'est dit comme ça, ou quand on le fait comprendre, c'est pas forcément les conditions pour avoir accès au bonheur et être heureux. Et puis tu dois réussir, toi, petit bourgeon, on compte tellement sur toi. Donc ces injonctions étaient quelquefois contradictoires, surtout lorsque le petit bourgeon n'avait pas accès à l'histoire et quand le dialogue n'était pas facile et ou fluide avec les parents, parce que dans des familles, on parlait beaucoup. Et je parle d'une famille, notamment une jeune fille qui me raconte combien les deux parents étaient rescapés d'Auschwitz, des camps. Et la journée se passait à peu près normalement, elle allait à l'école, etc. Et puis le soir, le dîner était un peu plombé, mais bon, il y avait une apparence de normalité. Et puis elle allait au lit et vers minuit, sa mère, hantée par ses souvenirs, allait la réveiller, s'assoyait sur le bord du lit, réveiller sa petite fille et lui raconter Auschwitz. Et puis partait, une fois les confidences faites. Et la petite fille ne pouvait pas se rendormir, ou faisait d'horribles cauchemars et allait à l'école, effectivement pleine de toutes ces images qu'elle ne savait même pas si c'était vrai ou pas. C'est ça. Il a fallu d'ailleurs le voilà. procès Eichmann. Oui. Voilà, c'est la petite fille, la maman repart et puis la petite fille reste serrée contre son ours, mais enfin avec toutes les histoires atroces qu'a raconté la maman. Évidemment, s'endormait à l'école, hantée également par ses rêves. Son père également, qui était en apparence si rassurant, elle savait que le matin, quand elle allait prendre le petit déjeuner, lui était enfermé dans sa salle de bain et parlait en yiddish à ses frères et sœurs qui étaient disparus dans les camps et probablement une jeune épouse et un petit enfant qui l'avait eu auparavant dans son autre vie d'avant et leur parlait en yiddish et pleurait. Et elle devait vivre avec ça et c'était une vie impossible. Alors elle a essayé, elle s'en est bien sortie, elle a fait du théâtre, elle a fait beaucoup de choses, Anna Shlomovitch. Mais ce qu'elle m'a raconté était proprement terrifiant. Et puis il y avait ceux, au contraire, petits bourgeons, dont les parents ne disaient rien. Peut-être pour épargner, peut-être parce qu'ils avaient peur de ne pas être compris, peut-être parce qu'ils ne voulaient pas lester leur enfant. Et en même temps, le silence peut aussi lester de façon terrible. Et là aussi, j'ai plein de témoignages aussi différents les uns que les autres. Mais enfin, et puis surtout, parfois, ces petits bourgeons, donc ces enfants qui n'avaient pas eu d'histoire, faisaient des rêves, des cauchemars qui reprenaient l'histoire de leurs parents. C'est ça qui est incroyable. Et un psychanalyste à New York me dit, mais ça se transmet, le traumatisme se transmet. Et il avait mis l'exemple de choses dont rêvaient les enfants, donc de ces rescapés, de choses qui ne leur avaient été jamais racontées. Et pourtant, ils avaient des scènes dans leur tête qui leur apparaissaient. Et
voilà, qu'est-ce qui s'était transmis, de quelle façon, etc. Et donc, c'était une enquête aussi qui m'avait absolument bouleversée, parce qu'il y avait tellement de choses différentes, d'expériences différentes. Ce garçon aussi qui me dit, il voit son père qui mangeait tellement lentement, qui sauvegardait n'importe quelle miette de son assiette et qui mastiquait bruyamment. Et il dit, oh, je l'aurais bouffé quand il faisait ça. Et qui maintenant, fond de tendresse et pleure de tendresse en y repensant son père tant aimé, mais qui ne parlait pas, mais qui indiquait par ce respect de la nourriture aussi, sans doute, qui lui restait des camps. Enfin, à chaque fois, j'avais des histoires différentes. Il y avait aussi cette fille qui est née, petite fille allemande, qui est née la nuit de cristal. Et les parents très vite partent en beaucoup d'argent, partent en Californie, partent à Beverly Hills et vivent apparemment pendant la guerre une vie de rêve apparemment. Il y a les piscines, il fait beau, ils sont sous les palmiers. On ne parle jamais de l'Allemagne, on ne parle jamais de la Shoah. Tout le monde apparemment va bien sauf elle. Elle va pas bien et personne ne sait pourquoi elle va pas bien, mais elle va pas bien. Elle imagine des tas de choses, elle ne sait rien et elle est hantée parce qu'elle ne sait pas précisément. Et elle en est malade et ses parents sont désolés. Je comprends pas. Elle a toutes les bonnes conditions pour être heureuse, pour pousser comme là pour le coup, une petite pousse qui ne sait rien et qui croit avoir des racines. Et en fait, quand ils vont rentrer après en Allemagne, on ne dira rien. Il y a une partie de la famille qui est disparue à Auschwitz, on ne dira rien à nouveau. Et elle va devenir artiste, elle va devenir pianiste, elle va faire des tas de concerts, etc. Parce qu'il n'y a pas de langage. Il faut qu'elle trouve un autre langage parce que faut qu'elle exprime tout ça. Et donc, cette injonction, effectivement, qui pèse aussi sur les enfants de survivants peut être très lourde, très difficile. Tous ces témoignages dont vous vous rappelez, puisque c'est encore une histoire de mémoire, ils sont dans cette bande dessinée qui reprend vos 5 articles. Donc il y a aussi ce troisième article sur la mémoire des enfants de bourreaux, dont on voit là une image. Ah là là, oui. Le 4e qui est sur les groupes de dialogue et de réconciliation. Avec... Ça, je ne savais pas que ça existait au départ. Et quand on m'en a parlé, j'étais un peu méfiante. Qu'est-ce que ça veut dire? On fait une expérience. Là, on met dans une pièce des enfants de nazis et des enfants de rescapés des camps. Oh, à quoi on joue? Enfin, j'étais un peu... horrifiée, pas horrifiée, mais enfin bon, méfiante. Et ceux qui m'en ont parlé au départ, c'est les enfants de rescapés qui avaient trouvé dans ces rencontres une paix, et qui avaient noué des liens très très forts avec ces enfants de nazis qui eux-mêmes... Enfin, ils se trouvaient entre eux de grandes ressemblances. Ça paraît complètement dingue de dire ça, mais ils avaient l'impression d'avoir presque des jumeaux. Pas du tout la même expérience, et pourtant c'était les uns et les autres heurtés à des silences, à des fantasmagories, et ont noué des relations d'une intensité qui ont fait que ces groupes de rencontres entre enfants de rescapés, voire petits-enfants de rescapés des camps et petits-enfants de nazis, continuent, semble-t-il, encore à se rencontrer en se disant, si nous, on peut réussir à se parler, alors quand même, c'est un espoir pour la paix. Annette Viviorca, un tout petit mot, parce que le temps passe malheureusement et qu'on a encore des choses à voir, mais sur cette image, je sais que vous n'êtes pas une spécialiste de bande dessinée, mais sur cette question des images, mais où on voit ces enfants de victimes et ces enfants de bourreaux de part et d'autre d'un fossé, d'un charnier, qui en bas se réconcilient avec les fantômes des pères, les fantômes des parents. Ce que permet l'image dans cette transmission de mémoire, et aussi dans cette transmission aux autres générations, aux plus jeunes, puisqu'on va voir que cette bande dessinée a aussi cette ambition. Ce que permet l'image, disons. L'image permet, il y a la bande dessinée, il y a le film d'animation. Bon, j'ai vu récemment, peut-être d'autres que moi l'ont vu aussi, La plus précieuse des marchandises d'après le conte de Jean-Claude Grimbert, qui est merveilleuse, à cette réserve près, qui est que c'est pas du tout pour les enfants. J'ai un petit-fils qui a 8 ans et demi.
Donc, avant d'avoir vu la bande dessinée, je dis je vais l'emmener. Quand j'ai vu la bande dessinée, j'ai dit non, on va attendre quelques années. Quelques années. Mais c'est vrai que le film d'animation et la bande dessinée, ce sont j'ai envie de dire, des nouveaux vecteurs. Parce que la bande dessinée, elle existe depuis très longtemps. Hein. On a tous lu Tintin, Spirou, Les Pieds Nickelés, surtout Les Pieds Nickelés. Mais là, il suffit de regarder maintenant un rayon de librairie et on voit que la bande dessinée, elle aborde tous les sujets et elle est en fait pour tous les âges. La bande dessinée ou le roman graphique. Donc effectivement, une image comme ça, on ne l'a pas. Quoique, on n'a pas l'image, on a cette possibilité de mettre en abîme. Voilà. Bon, maintenant, il y a la réconciliation, mais il y a aussi la non-réconciliation. Pendant que vous parlez, moi, j'ai des choses qui me viennent dans la tête. L'article de Nadine Fresco, La diaspora des cendres, dans la Nouvelle Revue Psychanalyse, qui raconte cette histoire d'enfants qui découvrent l'histoire des parents. C'est un texte fondateur. Maus de Spiegelman. Ah oui, bien Maus, sûr, puisqu'on Maus, parle de bande bien dessinée. Je voudrais vexer personne, mais là, ça atteint l'absolu du chef-d'œuvre. Maus. Et Maus, c'est exactement l'histoire que vous racontez. C'est-à-dire, c'est un enfant de survivant qui interroge son père. Sa mère s'est suicidée. Le père a détruit les carnets de sa mère. Donc, il y a plein de choses. Mais il y a aussi que vous faites ça en 95. Après 95, il y a, vous le dites dans votre article, les guerres de l'ex-Yougoslavie. Mais on est quand même dans une phase d'espoir extraordinaire. Quand même. C'est la chute du mur, c'est la démocratie, c'est le libéralisme et c'est l'émergence très forte de la mémoire de la Shoah parce qu'elle accompagne en fait les droits de l'homme et elle devient un outil d'éducation, pense-t-on, pour que plus jamais ça. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui en Allemagne? Le renouveau du nazisme, de l'extrême droite, la relativisation de tout. Moi, j'ai été frappé après la mort de Jean-Marie Le Pen, comme brusquement, il devenait fréquentable. Mort, il devient fréquentable. Et tout ce qu'il a dit est atténué. Donc, on ne peut pas faire abstraction de ce moment que vous avez accompagné magnifiquement. Donc, de ce moment, mais du moment dans lequel on est aujourd'hui, avec des inquiétudes pour cette mémoire, qui sont des inquiétudes pour la marche du monde, parce qu'on sait que la mémoire se vit au présent et que le présent de 2025 n'est pas le même le présent de 95, il était... ben oui, vous étiez avec Lech Walesa à Auschwitz. Alors, voilà, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire pour aujourd'hui, en tout cas, puisque cette transmission est toujours importante, cette éducation, peut-être plus encore qu'en 95. Et cette bande dessinée a donné lieu à une web-série dont on va pouvoir voir maintenant le premier épisode, qui est produite par Lina et par Lumni, sur ces mémoires de la Shoah. Je vous propose de regarder ce premier épisode et puis on en dira un tout petit mot après Annick Cogent. Voilà le premier épisode donc sur 3 de cette web-série produite par Lina et Lumni Enseignement, qui est donc en lien avec le programme d'histoire et de philosophie de terminale. Là encore, c'est peut-être pas pour les petits enfants. Plusieurs auteurs sont là. Les auteurs sont là, voilà. Là parce que c'est bravo. Et bravo à Vraiment. tous les deux. Et avant qu'on passe peut-être la parole au public pour quelques questions. Oui, Annette Viviorca, une petite remarque. Les initiateurs, Geoffrey Hartmann était un grand spécialiste de la poésie romantique anglaise.
Et parmi les gens qui ont été les piliers, qui est d'ailleurs encore en vie, il y avait Laurence Langer. Et ce qui les frappait, c'est le caractère littéraire de ces témoignages. Et quand on les entend, il y a une beauté de la langue, une façon de dire les choses qui est tout à fait exceptionnelle. Ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, je ne voudrais pas que la dame soit choquée, c'est que là, on voit des gens qui ont été interviewés dans les années 70-80, qui sont relativement jeunes. Quand j'étais enfant et qu'on parlait de la guerre de 14-18, on voyait que des vieillards mutilés de guerre, qu'on voyait encore des petites poussettes. Donc on avait l'impression que c'était les vieillards qui avaient fait la guerre de 14. Alors c'est des jeunes gens de 20 ans. Et là, de voir des gens relativement jeunes, c'est aussi quelque chose de très précieux, à mon avis, par rapport aux derniers témoignages de gens qui sont très âgés. Deux remarques que je voulais faire. Merci. Je voulais terminer peut-être, Annick Cogent, en montrant les... C'est pas spoiler la bande dessinée, mais montrer peut-être les deux dernières planches. Je laisse un peu le temps de découvrir cette dernière. On vous voit ramasser, mais ça, et remettre ce morceau de racine sur un arbre où il est écrit plus jamais ça. Sur l'écorce de l'arbre. Sur l'écorce, qu'est-ce que j'ai dit, les racines? Oui, l'écorce de l'arbre. Et puis il y a cette dernière image. Vous avez dit qui est là, et puis on vous voit apeuré. Est-ce que ça résonne avec ce qu'Annette disait il y a quelques... Une bonne idée de Théa. On peut pas... L'histoire finit pas bien. Elle finit pas, d'abord, évidemment. Mais on ne peut pas dire que plus jamais ça a quelque chance de subsister ou d'exister. Enfin, plus jamais ça, non. Il y a eu depuis le Rwanda... il y a eu d'autres choses et donc, hélas, on aurait voulu, parce que le dernier chapitre, il donne un peu d'espoir. C'est-à-dire, on voit des gens qui travaillent. Il y a toute une organisation, Facing History and Ourselves, qui est une organisation formidable, qui travaille dans les écoles, qui essaie de faire en sorte d'éduquer les jeunes à cette histoire, évidemment, mais d'en faire quelque chose. On ne leur apprend pas la discipline, etc. On leur apprend à penser par eux-mêmes, voir l'indiscipline, de toujours lever ce doigt face à une injustice, de toujours se tenir droit pour défendre les droits des autres, etc. Enfin bref, le contraire de l'éducation nazie. D'ailleurs, on parle d'un directeur d'école qui envoie systématiquement à chaque rentrée scolaire une lettre à tous les professeurs pour leur dire j'ai vu des gens éduqués faire des choses atroces. Enfin, on pourrait lire la lettre, elle est absolument bouleversante. Ouais. Des gens sophistiqués, pétris de culture, envoyés d'autres à l'échafaud, etc., etc. Bon, bref, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est former des êtres humains et former-les parfois à l'indiscipline. L'indiscipline est nécessaire pour dénoncer les injustices, etc. Bref, ça termine plutôt par un chapitre qui est plutôt formidable. On se dit, bah oui, hein, si on prend les enseignements, il y a des choses à apprendre quand même, il y a des choses à transmettre. Ça devrait plus produire si on sait tout ça, si on réfléchit à ça. On voit, Annette l'a très bien dit tout à l'heure, que ce monde est très effrayant et quand ce livre paraît en 2025 et que le monde est incertain et qu'au contraire, il y a plein d'alertes très inquiétantes, réellement, de part et d'autre, absolument partout dans le monde, y compris en France, mais vraiment en Europe, aux États-Unis, on le voit tous les jours. Regardez aussi les réseaux sociaux qui sont de plus en plus inquiétants. Donc réellement, oui, ce livre termine sur une grande inquiétude. Ce livre termine sur une grande inquiétude, mais je voulais montrer ces quelques images pour montrer aussi à quel point Théa Rochman et Tamia Baudouin ont su, par des images, quelquefois avec des symboles, des images évocatrices, non seulement traduire votre travail, les témoignages, et puis ce climat qui est le nôtre aujourd'hui. C'est une œuvre, c'est une bande dessinée d'aujourd'hui, de 2025. C'est une œuvre collective, en tout cas. C'est vraiment, c'est moi qui suis sur le plateau, là, mais vraiment, j'ai eu une chance folle, et je ne le dirai jamais assez, de travailler avec une scénariste, donc Théa Rochman, qui a tellement bien compris, perçu,
assimilé et ressenti ces textes, donc qui a pu les traduire merveilleusement, exactement dans l'esprit dans lequel j'avais écrit, et aussi le texte initial, et puis une dessinatrice, vous le voyez, merveilleuse de sensibilité, à la fois dans son trait, dans les couleurs. C'est d'une grande douceur, et je crois que c'est très fort, donc vraiment chapeau à elle. Il nous reste quelques minutes. Je crois que Julie a un micro et que si dans la salle, l'un ou l'une d'entre vous a des questions pour Annick Cogent ou pour Annette Viviorca, même si ça... N'hésitez pas. Bonsoir et merci beaucoup pour cette rétrospective historique, je dirais, en bande dessinée. Et justement, moi, je m'interroge sur comment a été accueilli votre reportage dans Le Monde en 95. Parce que bon, je pense que les lecteurs du Monde à l'époque, quand même, se livraient un petit peu. Donc, quel accueil a reçu ce reportage ? Écoutez, un bon accueil, je dois dire. J'avais reçu beaucoup de lettres de lecteurs, beaucoup de gens qui avaient envie de parler, effectivement aussi, à qui ça a donné peut-être, je ne veux pas dire le courage, mais en tout cas, ou l'audace, ou le ressort, l'impulsion, tout d'un coup, de parler davantage dans leur famille. Donc je pense que ça a fait aussi beaucoup parler dans des écoles, puisque ça a été très discuté dans les écoles. Et vous savez, à ce moment-là, il y avait moins on n'était pas de la même façon sur Internet, et donc les lecteurs n'envoyaient pas des messages aussi facilement, mais j'ai reçu de nombreux courriers très, très positifs et très chaleureux, qui donnaient envie effectivement de continuer à faire ce genre de série à la fois un peu historique et pas que, justement, d'essayer d'analyser les répercussions. Là, c'était 50 ans après, mais on pourrait continuer. Ça me donne envie d'ailleurs de refaire des choses pour mon journal. Je pense que maintenant, ce serait sans doute, peut-être que ça susciterait d'autres choses, parce que maintenant, c'est tellement facile par Internet d'envoyer, de balancer d'ailleurs, et sur les réseaux, etc. On chercherait de toute façon des polémiques. Il n'y en a pas eu. Oui, bonsoir. Merci pour tout ce que vous faites et tout ce que vous avez dit, Annick et Annette. Et simplement, j'ai envie d'intervenir sur la suite. C'est-à-dire que ce que vous avez dit, tout ce que vous avez expliqué des conséquences des silences de gens qui ont vécu l'expérience des camps, a continué dans les autres générations. Et en fait, ce problème du silence, qui pour moi est central, a déclenché aussi ce que vous avez appelé vous-même d'ailleurs, une déflagration. Et je fais partie de cette génération-là, c'est-à-dire que mes propres parents n'ont pas connu la déportation. Ma mère a perdu sa sœur, qui est devenue célèbre, puisqu'elle a publié un journal qui s'appelle le Journal d'Ellenberg, que j'ai fait éditer en 2008. Elle a perdu ses parents, mais c'est exactement le même cheminement que vous décrivez, c'est-à-dire on ne parlait pas, et on ne parlait pas, surtout pour moi, en tout cas par rapport à mon père, qui n'avait pas perdu directement sa famille, il ne parlait pas pour me protéger. Et en fait, ça a fait tout le contraire. Ça a été absolument quelque chose de très douloureux, et qui s'est, on va dire, fixé au moment de l'apparition du journal d'Ellenberg. C'est-à-dire que ça a provoqué une déflagration, et le mot est vraiment, c'est la réalité, c'est le mot déflagration, dans les générations qui ont suivi, c'est-à-dire mes frères et sœurs et mes cousins. Voilà. Donc j'ai été très frappée par ce que vous avez dit, parce que c'est comme une sorte de parallélisme, mais une génération qui suit, avec des parents qui n'ont pas connu directement la déportation. Et quand vous avez parlé, je voudrais juste donner ces deux exemples, quand vous parlez d'images, alors qu'on ne m'en parlait pas, je ne pouvais pas supporter le bruit des trains, les vêtements rayés, je n'achète jamais un vêtement avec les rayures dans le sens vertical. Après, quand vous avez parlé de cette réparation, parce que moi, je n'appelle pas ça une réconciliation, mais une réparation entre les familles qui sont du côté des bourreaux
et des victimes, j'ai quand même 2 exemples. L'ombre du commandant, qui est sorti récemment en documentaire, qui est donc l'histoire du fils et du petit-fils du commandant d'Auschwitz, de Rudolf Höss. Et la jeune femme qui a fait ce documentaire a réussi à faire rencontrer la seule musicienne qui est encore vivante, qui a 99 ans, qui était violoncelliste de l'orchestre d'Auschwitz et qui a accepté de rencontrer le petit-fils de Rudolf Höss. Je peux vous dire, même là, en vous parlant, j'en ai des frissons de ce film. C'est assez incroyable. Et dans mon histoire personnelle, j'ai eu la chance de connaître d'une façon très amicale la sœur d'Anne Sylvestre, Marie Schex, qui a eu exactement le même cheminement que moi, mais de l'autre côté, c'est-à-dire le secret des carnets dont son père était le bras droit de Doriot. Donc les carnets sont maintenant à la Bibliothèque nationale, mais à l'époque, la mère avait transmis les carnets de Doriot à sa fille, cadette, Marie Schex. Et lorsque je l'ai rencontrée en 87, on est entré en amitié, si on peut dire, et pendant des années, on a échangé sur un cheminement qui est parallèle et en même temps qui est totalement contraire. Donc voilà, je voulais témoigner de ça parce que je trouve très très émouvant la façon dont vous parlez de tout ça, de toutes ces rencontres avec ces témoins. Et je peux dire que j'ai eu aussi la chance de rencontrer des témoins comme Nadine Eftler ou des gens. Vraiment, à chaque fois, j'avais l'impression d'aller prendre la pierre précieuse qui était dans leur cœur et qu'ils n'arrivaient pas. Ils me regardaient comme si j'étais vraiment quelqu'un de formidable. Enfin, tout d'un coup, de les faire parler, c'est aussi émouvant, aussi poignant pour eux que pour moi, en l'occurrence. Voilà, je m'arrête, mais voilà, je voulais témoigner de ça. Mariette, si vous permettez de redire 2 mots sur Marie Schex. Marie Schex et Anne Sylvestre, grande différence d'âge entre les deux, était la fille de Beugras, oui, qui était effectivement le bras droit de Doriot. Oui. Et Marie Schex en a fait un livre, elle est devenue écrivaine. Oui. Elle a écrit ce livre merveilleux qui est formidable, et Laurier de la Constance. Et si on écoute bien Anne Sylvestre, ce oui, que je conseille aussi, la chanson Une sorcière comme oui, les autres, oui, c'est l'histoire de son père et de sa mère, parce que l'histoire est... Enfin, il y a oui, la tragédie, il y a la tragédie du frère. Absolument. Mort sous un bombardement en Allemagne, alors que son père l'avait emmené en fuyant du côté de Sigmaringen. Voilà. Donc c'est des destins. Mais quand on en fait quelque chose, c'est-à-dire des romans, la oui, chanson, comment dire, je pense que c'est quelque chose qui est aussi important, oui, comme ce que vous avez fait pour Hélène Baird. Oui, je voudrais juste rajouter une petite chose. La fresque qui est oui, rue devant la médiathèque. Devant la médiathèque Hélène Baird. La médiathèque Hélène Baird. Street art. Voilà. Mais pendant des années, et quand j'ai connu Marie, c'était encore le cas, Anne Sylvestre ne voulait absolument pas parler de ce passé. Et elles étaient vraiment... elles étaient pas... enfin, il y avait un conflit quand même. La condition et elle a fini par le dire. C'est qu'elles ne disent pas qu'elle était... Non. Pour que Marie Schex publie les Lauriers, oui, les Lauriers de la Constance, c'était qu'elle ne dise pas. Oui, c'est ça. Exactement. Qu'elle était sa sœur. Ouais. Mais ensuite, Anne Sylvestre l'a dit. Je me rappelle de absolument. Nathalie Dubé pour Je ne serais pas arrivée là-ci. Et elle a beaucoup parlé de ça. Il y a eu un article de Télérama où elles étaient là toutes les deux. Une interview de toutes les deux. Dans Télérama. Merci beaucoup pour vos témoignages et cette conférence qui, moi, m'émeut profondément. Je voudrais revenir sur un aspect peut-être plus positif sur l'importance du devoir de la mémoire et la pédagogie de la mémoire. C'est-à-dire que je pense qu'en effet, on voit aujourd'hui des situations mondiales qui sont effrayantes. Mais moi, j'ai le souvenir des interventions à l'école sur la Shoah, des témoignages que j'ai entendus, des conférences où je suis allée après un film ou après qui traitait de la Shoah. Et quelle que soit la façon dont c'était véhiculé,
il y avait quelque chose de très fort qui fait que cette histoire, moi, voilà, a été, en tous les cas, dans ma pédagogie et dans ma compréhension de l'histoire du monde aussi. Et je pense qu'il faut pas... il faut continuer ça. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que véhiculer, c'est presque un devoir, cette mémoire. Même si ça va toucher que quelques-uns et ça va lasser d'autres ou pas marquer d'autres, je pense que c'est hyper important qu'on travaille sur la mémoire de ces holocaustes, de la mémoire du Rwanda, de la mémoire de ces phénomènes inhumains. Et voilà. Et je pense que même si la réaction a été tardive, puisque vous-même vous le rappelez, c'est 95 et c'est la difficulté de transmettre, c'était quand même très important ces années-là. Moi, c'est mes années 80 au lycée, d'avoir été élevée avec ça. Et il ne faut pas se décourager et il faut continuer ça. Il faut continuer à aller dans les écoles, il faut continuer à aller montrer des films, il faut continuer à aller écouter, inviter nos enfants et nos petits-enfants. Et je veux pas... je comprends cette dernière image, mais j'ai encore l'espoir que, en tous les cas, certains pourront entendre ça et réfléchir sur ça, sur la suite de cette humanité. Voilà. Donc je pense que ce devoir de mémoire et ce travail de mémoire et le travail que vous avez fait, parce que c'est un travail et c'est cette possibilité de véhiculer ça. Et c'est formidable qu'il y ait une BD qui sorte aujourd'hui, qu'il y ait un film qui sorte aujourd'hui. Il faut continuer. Et c'est formidable qu'on aime ou qu'on n'aime pas les films qui traitent du sujet. Ils existent et qu'on en parle et qu'on aille voir la zone d'intérêt, qu'on aille voir... Voilà, il y a plusieurs vecteurs. Chacun a son interprétation et sa façon d'apprécier. Mais en tous les cas, ne plus en parler, ce serait la catastrophe, quoi. Voilà, pour moi, c'est très important. Merci. On est d'accord. Oui, j'imagine. Merci. Peut-être la dernière question. Voilà. Ouais. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à Madame Viviorca et à Madame Annick Goujon. Je voulais un petit peu rebondir sur ce que la personne précédente a dit, notamment par rapport à la transmission aussi pour les générations futures, notamment. Moi, je m'apprête à passer les concours de l'enseignement en histoire-géographie, donc je suis de la génération qui a grandi avec le sujet qui est déjà très présent dans les médias, dans l'enseignement, bien sûr. Je l'ai étudié en 3e, en terminale. Et bon, pour un certain nombre de raisons, j'ai été amenée ensuite à m'y intéresser de façon plus approfondie, sans faire de recherche, mais sur le plan personnel. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, la question, c'est pas est-ce qu'on va en parler, parce que je pense que c'est clair qu'on en parle beaucoup. C'est de quelle façon aussi on va en parler et de quelle façon est-ce qu'on arrive à pas tomber dans un biais où en fait on en parle de façon creuse. Justement, est-ce que le plus jamais ça qu'on voit, ce soit pas uniquement un slogan creux. Et je pense que, j'ai beaucoup appris en lisant Madame Viviorca, évidemment, sur ce sujet. Et vraiment, on va dire, bien ancrer la nécessité de la transmission de l'histoire et de la mémoire, en fait, dans un contexte précis, dans des histoires précises. Et je pense que c'est pour ça que c'est important aussi de multiplier les supports, mais qui vraiment transmettent des histoires précises et que ça puisse nous servir aussi, je pense, plus tard. Et une dernière chose aussi, qui transparaît forcément à travers les témoignages individuels, mais qui était peut-être un peu moins le sujet, mais de ne pas oublier, je pense aussi, en tout cas c'est quelque chose qui me frappe beaucoup par rapport à la suite, que en fait chaque événement s'inscrit dans un contexte particulier et que finalement, en fait, quand on transmet l'histoire et la mémoire de la Shoah, je pense que c'est important que ma génération se rappelle que c'est aussi un petit peu l'histoire et la mémoire d'un monde, de celui qui était là avant, qu'on doit comprendre et transmettre et de vraiment faire la différence aussi, bien sûr, plus jamais ça, bien sûr, mais je pense qu'on a tous conscience que malheureusement des guerres dans le monde, il y en aura toujours, mais d'enseigner, vraiment voilà, je suis désolée, je suis très émue de prendre la parole ici et devant vous, mais voilà. C'est clair, merci. Oui, tout à fait. C'est vrai que cette jeune prof vous a beaucoup lu, Annette, donc c'est encourageant, c'est vrai. On va continuer, bien sûr. Même si on est inquiet pour la marche du monde, nous, on reste droit dans nos bottes et on continue. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux. Merci à tous.